Bonjour. Je m'appelle Cédric Sonrel, je suis responsable du pôle Analytics à Cybercité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire une conférence sur Analytics et l'optimisation de la conversion. Donc avec le petit délai d'attente, j'imagine que vous avez eu le temps de lire la petite phrase. Du trafic sans conversion, c'est un accident de trafic. Et alors moi je travaille chez Cybercité, 6 agences en France, 130 experts à votre service sur des métiers différents qui vont du SEO aux médias en passant aujourd'hui par le pôle Analytics et 15 millions de chiffres d'affaires générés l'année dernière. Alors nos métiers sont divers et variés. Au total, on a réussi à les résumer en 6 métiers et aujourd'hui on va s'intéresser en fait à la data analytics et la conversion. Alors nous, notre métier, c'est principalement mettre en place des plans de marquage pour l'ensemble de nos clients, de manière à les aider à mieux mesurer leur conversion, leurs objectifs, leurs KPI. Et puis, de plus en plus, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait leur offrir un service supplémentaire qui était celui de l'optimisation de la conversion. Simplement parce qu'aujourd'hui, on a du trafic qui est entrant, qui va venir de nos chefs de projet SEO, qui vont venir de nos chefs de projet médias. Mais en fait, il n'est pas illimité, ce trafic. Et à un moment donné, il va falloir se pencher en fait, sur l'optimisation de la conversion pour essayer de transformer ces 99% de clients qui ne transforment pas sur vos sites en 98%. Et peut-être plus, si affinité, en fonction du budget et des optimisations. Alors on travaille pour tout un panel de clients. Là, ce n'est pas nécessairement que des prestations Google Analytics, c'est un petit peu un éventail de nos clients. Alors je vais attaquer directement. Il faut savoir que cette conférence, je ne vais pas nécessairement m'adresser à des débutants sur Google Analytics. J'espère que vous comprendrez quand même tous un petit peu le jargon. Mais on va s'attacher à présenter un petit peu notre méthodologie en termes d'UX. Donc la première partie, je cherche le petit laser, et on va surtout s'intéresser à celle-ci. En fait, c'est toute la phase d'analyse, c'est-à-dire l'analyse de vos transformations, les parcours utilisateurs, l'analyse des entonnoirs de conversion. En général, cette phase de travail va fatalement amener à des questionnements. Vous allez être susceptible de savoir que vous avez une déperdition d'audience à tel endroit, mais vous n'allez pas nécessairement le savoir. Du coup, en fait, on part ensuite sur des nouveaux KPI qui vont être mis en place avec Google Analytics, on va en parler, ou avec d'autres solutions, type Hotjar, pour ceux qui connaissent, type Yandex Metrica, type Eulerian par exemple, qui vont être susceptibles en fait, de vous donner des indicateurs de scroll, de clic, de heatmap. Ensuite, en termes de démarche, une fois qu'on a fait ces deux phases d'analyse et de détection, on passe à une phase de génération d'hypothèses. C'est quelque chose de très important lorsque l'on va commencer à mettre en place des tests AB. La génération d'hypothèses, c'est le fait de changer la couleur de ce bouton va faire quelque chose. Sachant que ces hypothèses doivent être réalistes. Changer la couleur d'un bouton n'augmentera pas votre taux de conversion. Il augmentera le taux de clic sur ce bouton. C'est quelque chose à garder en tête pour être précis et surtout non défaitiste dans ces tests. Et puis finalement, des phases de mesure et de mise en production si les tests sont tangibles. Donc nous, aujourd'hui, on va s'attacher à deux parties importantes. C'est les bases de l'optimisation de la conversion. C'est toute la partie comment est-ce que je vais détecter des hypothèses, des biais dans mon trafic. Et ensuite, une seconde phase de détection avec de l'analyse de formulaires, de click tracking, de zones de chaleur, uniquement réalisée avec Google Analytics, sans l'aide d'Hotjar, même s'il y a le picto ici. Alors cette phase d'analyse, en fait, elle se découpe en plusieurs phases. La première, c'est ce que j'appelle une pré-analyse. En fait, quand on prend un projet client, on a des données analytics qui sont ce qu'elles sont. Et bien souvent, en fait, on ne va pas pouvoir analyser entièrement l'entonnoir. Ce n'est pas mis en place. On ne va pas pouvoir générer d'événements. Ce n'est pas en place. Du coup, en fait, on a des constats qui ne sont pas suffisamment propres, pas suffisamment clairs. Du coup, en termes de méthodologie, on revient toujours mettre en place un nouveau plan de marquage avec de la micro-conversion. Donc on passe toujours par une nouvelle surcouche de Google Analytics de manière en fait, à pouvoir mieux affiner nos hypothèses. Et puis finalement, on refait une analyse, on génère des vraies hypothèses et on fait des documents de restitution pour lancer la phase suivante, c'est-à-dire toute la phase de test AB. Alors, il faut savoir que Google Analytics, c'est quand même une grosse usine à gaz. Et il y a 3 petits principes à garder en tête. Google Analytics ne sera jamais un back-office. J'ai beaucoup de clients qui me disent j'ai des déperditions, les données de mon back-office ne sont pas la réalité des chiffres d'Analytics. Il faut savoir que c'est un outil de tendance. Aujourd'hui, on a 1000 raisons qui peuvent empêcher la collecte de données. Et ce n'est pas très grave si on a entre 5 et 15% de différence entre vos données BO et les données de Google Analytics. Bien entendu, on tend à essayer de les diminuer un maximum.
Les raisons, elles sont diverses et variées. Il y a notamment les taux d'échantillonnage sur des gros sites qui vont faire beaucoup de trafic. Vous le voyez en général, pour ceux qui ont Google Analytics, vous avez toujours un petit bouclier sur le titre de vos rapports qui va être vert, orange. Et là, des fois, vous avez des traitements de données qui sont faits sur 1,97% de vos sessions. Donc c'est un peu la calamité. Derrière, il y a l'aspect RGPD. Certainement, plein d'entre vous ici ont mis une RGPD peut-être trop stricte. Ce qui fait que vous avez plus de sources de trafic, vous avez une augmentation de votre trafic direct, toutes ces petites choses qui font la joie de la RGPD. Et puis bien sûr, en général, on fait toujours une phase de vérification des données, BO, VS, Google Analytics, histoire de savoir si les analyses qu'on va faire vont être tangibles ou pas. Ça, c'est un impératif. Bien entendu, les bases de Google Analytics, c'est la mise en place d'un plan de marquage. Je ne parle pas uniquement du plan de marquage qui va traquer votre conversion, c'est-à-dire votre donnée sonnante et trébuchante, ou l'événement que vous allez envoyer pour dire le formulaire a été soumis. Non, c'est répondant à une véritable expression de besoin, réaliste et mesurable, dans l'objectif d'atteindre des objectifs et de passer à l'action ensuite pour pouvoir faire de l'optimisation de la conversion. Et puis bien sûr, il y a une phase qui est souvent pas très exploitée, c'est la configuration même de l'outil. L'interface de Google Analytics doit être configurée. Je vais parler ici des adresses IP, si vous avez une grosse société, du trafic interne. Je vais parler de l'appel des robots, notamment, qui peuvent être une catastrophe en termes de tracking. Et puis bien sûr, la configuration derrière des objectifs, alors vos macro-conversions comme vos micro-conversions, et bien sûr l'entonnoir de conversion pour ceux qui en possèdent. Ce n'est pas obligatoire. Alors pour nous, la recette idéale d'Analytics, en fait, c'est un mélange de KPI de macro-conversion, c'est-à-dire ce qui fait votre business. C'est la soumission de votre formulaire de contact, votre soumission de formulaire de devis, c'est votre e-commerce, c'est la configuration du tunnel avec de la génération de pages pour pouvoir identifier l'étape de livraison, l'étape de paiement, le choix du paiement. Ce sont toutes les micro-conversions qu'on sous-estime bien régulièrement. C'est celles qui vont permettre de mesurer une certaine appétence de votre audience pour vos contenus. Ça va être le téléchargement de PDF, le clic sur les numéros de téléphone quand vous avez un mobile, les clics sur des mails, des liens externes pour certains d'entre vous, et bien sûr tout ce qui est sous-étape d'entonnoir de conversion. On l'abordera un tout petit peu plus tard. Derrière tout ça, il y a tous les KPI du UX, chose qui en général est largement sous-estimée dans Google Analytics aussi. C'est la mise en place de tracking qui vont permettre de savoir comment agit votre audience avec votre site. C'est-à-dire où clique-t-il? Ça peut être sur des boutons, ça peut être sur des zones de votre site. Le positionnement des CTA, est-il vu? Est-il pas vu? Et des items de menu, par exemple, pour réorganiser certaines parties de votre site. Et finalement, des trackings d'analyse de formulaire, je vous en parlerai également. C'est tout l'avantage d'Analytics, c'est le passage de la mesure de la conversion. J'ai 3% de conversion sur mon site, à l'analyse de la conversion, c'est-à-dire comment l'optimiser. Je vous fais juste un petit screenshot, ça n'a rien d'exhaustif. Simplement un petit rappel, différentes typologies de sites, ça peut être des sites de contenu, des sites de lead, des e-commerce ou des sites de brand qui vont fatalement avoir à un moment donné des objectifs différents qui seront bien sûr à traquer et à configurer dans Google Analytics. Bien entendu, là je liste la macro-conversion et la micro-conversion. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, c'est loin d'être exhaustif. Et les bases de Google Analytics aussi, c'est la neutralité. C'est quelque chose qui est quand même très difficile à obtenir. D'une part parce que vous êtes peut-être à l'origine du site, c'est vous qui l'avez développé, c'est votre bébé, et du coup en fait il est difficile d'analyser soi-même un site que l'on connaît bien. Tout simplement parce qu'on est plein de biais de confirmation. Et ça c'est très dangereux, je l'ai très régulièrement avec mes clients. Le biais de confirmation, c'est l'erreur de pensée qui consiste à chercher à confirmer ses croyances et à éviter ce qui les contredit. Ça m'arrive quasiment tous les jours. Je pense que votre panier n'est pas tout à fait efficient. Quand on ajoute un produit sans taille, vous engueulez presque votre internaute. Non, mais c'est comme ça que ça doit marcher, etc. etc. Ça, c'est un biais de confirmation. Bien sûr, derrière, il faut faire attention à ce qu'on appelle la cause et la corrélation. Je vous montre ce petit screenshot parce que je l'aime bien. En fait, c'est une étude qui est sortie et qui essaye de corréler en fait, le nombre de magasins Ikea vs le nombre de prix Nobel par pays. Et fatalement, c'est la Suède qui possède le plus de prix Nobel et donc, in fine, le plus de magasins Ikea. Sauf que ça, c'est complètement faux. C'est de la cause vs corrélation. Et puis finalement, il y a le savoir vs la croyance. En fait, si on cherche à être rationnel, on a un axe de la croyance. Un prêtre, par exemple, est dans l'axe de la croyance. C'est-à-dire qu'il croit que Jésus existe, mais il ne sait pas qu'il existe.
Et puis à l'opposé, vous avez ce qu'on appelle le déni. C'est quelque chose qui sait que ça existe, mais qui ne le sait pas. Et finalement, Google Analytics, il va venir se poser ici en tant que position rationnelle. Parce qu'on va poser des dizaines de tracking que vous n'allez pas pouvoir refuser. C'est la vérité. On n'est pas au doigt mouillé. J'ai toussé dans le micro. Pardon. Et puis je vais enfoncer une porte ouverte. La première chose que je fais quand je fais de l'optimisation de la conversion, c'est que je teste. En fait, je ne vais pas directement dans Google Analytics. Je teste tout le site. Et en fait, la question que je pose souvent, c'est est-ce que vous avez testé vos entonnoirs dernièrement? Est-ce que vous êtes inscrit sur vos sites? Est-ce que vous avez fait votre test de formulaire avec et sans erreur? Et depuis quand vous n'avez pas navigué sur votre site mobile? Et ça, en fait, j'ai souvent des réponses, ça fait très longtemps. Et du coup, en fait, rien qu'en naviguant sur un site, moi, des hypothèses, j'en ai des dizaines. Et là, je vais vous montrer 2 exemples de ce qui m'est arrivé les 2 derniers mois. Ici, on est sur un site mobile, une station de ski. En fait, j'ai le choix entre mon forfait Grand Bornand et mon forfait Aravis. Et en fait, le bouton d'ajout au panier, il est derrière ce layer. En fait, c'est tout bête. En fait, là, j'optimise la conversion. Là, vous pouvez aller, si vous devinez un petit peu le client, vous pouvez aller sur le site, c'est réparé. Du coup, son optimisation de la conversion, elle va nettement augmenter. Et puis le deuxième, c'est sur un site de maison de retraite, sur lequel, en fait, sur la version desktop, on a le fameux bouton RGPD que vous êtes obligé de mettre, mais par contre, on n'avait pas sur mobile. Du coup, en fait, impossible de valider le formulaire parce qu'on avait une règle JavaScript qui disait si le bouton n'est pas coché, alors ne l'envoie pas. Du coup, en fait, je suis arrivé au début du projet en septembre, je me suis aperçu de ça, et ben voilà, on fait x10 en transformation mobile. Alors du coup, j'ai aucun mérite, hein, mais en fait, si vous testez vous-même vos formulaires, si vous faites tout, vous allez trouver des pépites. Parce que je ne vous parle pas des formulaires qui demandent encore le numéro de téléphone fixe, les dates de naissance, les noms et les prénoms qu'on ne concatène pas. J'ai des sites qui demandent des numéros de sécurité sociale et qui osent vous demander votre genre, votre année de naissance, votre mois de naissance, alors que dans un numéro de sécurité sociale, vous avez tout. À partir du moment où je le remplis, vous pouvez me donner le genre, mon mois, ma date de naissance. Et en fait, c'est des optimisations toutes bêtes. Mettez-vous à la place de vos clients quand vous faites vos tests. Et puis bien sûr, l'optimisation de la conversion, en fait, c'est un énorme labyrinthe dans Google Analytics, parce que ce n'est pas l'outil idéal pour le faire. On va le voir. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avancer en entonnoir, de votre landing jusqu'à la conversion. Ce que j'aime bien faire, c'est pousser l'audience vers la conversion. C'est-à-dire que je vais chercher tous les points fuyants de votre audience et je vais essayer de les bourrer vers l'entonnoir de conversion et je finirai par régler les problèmes de conversion. Du coup, en général, on a des courbes qui ont tendance à exploser. Alors, bien entendu, je pose la question à mes clients, on peut aussi faire le contraire. Et surtout, ne pas hésiter à reculer pour affiner les hypothèses. Parce que vous allez trouver une problématique et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas tout à fait celle-ci avec des micro-conversions. Alors, la première chose à faire, enfin la deuxième étape, c'est d'analyser et de cartographier votre audience. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a une audience qui change. Elle est multicanal, elle est multi-device. Il y a toutes ces phases de considération, d'intention, de décision, et du coup, on peut faire jusqu'à 10, 12 visites sur un site avant de transformer. L'objectif dans Google Analytics, c'est de réussir à obtenir ce genre de matrice. Simplement connaître votre audience. Elle met environ 2,4 jours pour convertir. J'ai environ 4 touches, c'est-à-dire que j'ai fait 4 sessions dans Google Analytics pour transformer, et j'ai utilisé 3 canaux. Et en fait, ces données, elles sont assez facilement exploitables dans Google Analytics. Alors, tous ces termes, ça va peut-être vous parler de contribution et d'attribution. L'idée, ce n'est pas d'en parler ici, c'est simplement de faire un focus à un moment donné dans Analytics pour regarder un petit peu ces données, ce qui va ensuite vous donner des billes pour optimiser la conversion. La première chose que vous pouvez regarder, alors je vous ai fait des screenshots ici, c'est les menus gauche de l'interface. En fait, dans la partie entonnoir multicanaux, vous avez ce qu'on appelle le délai avant conversion. En fait, c'est une donnée hyper intéressante. En fait, ça vous permet de savoir quelle est la part d'audience qui va convertir, alors sur le choix de l'objectif que vous allez faire, bien entendu, sur votre e-commerce, votre formulaire d'inscription, etc. Le délai qu'ils mettent. Du coup, ici, voilà, j'ai 85% de mon audience qui transforme en 0 jours. C'est-à-dire, ils arrivent avec leur session et certainement qu'ils transforment. Du coup, en fait, plus on va avoir des jours longs, plus en fait, on va pouvoir se poser des questions sur ces taux de conversion pour certains canaux.
Le deuxième rapport qui est toujours intéressant, c'est le calcul du nombre de touches. En fait, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est dans la longueur du chemin. Là aussi, c'est des informations extrêmement intéressantes. Alors, tous les screenshots viennent exactement du même site. Du coup, c'est assez cohérent. Du coup, la longueur du chemin, j'ai 81% de mon audience qui transforme en un seul chemin. Du coup, en 0 jours, un chemin. Et finalement, vous avez quelque chose d'un petit peu complexe à analyser, c'est les chemins de conversion les plus fréquents. Donc Google Analytics, aujourd'hui, en fait, est basé sur les utilisateurs. Du coup, il est susceptible de savoir quelles sont les sessions qu'il a fait avant de transformer. Et du coup, vous avez cet énorme tableau où il va vous lister l'ensemble de vos chemins, sources, supports ou canaux au choix. Alors dans l'idéal, nous, on a plutôt tendance à l'exporter, parce que du coup, c'est assez peu lisible, et de le traiter dans Excel. L'idée, c'est de savoir combien de canaux sont utilisés à un moment donné pour arriver à une conversion. Alors une fois que vous avez ça, en fait, il est... Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Le dernier point, c'est les conversions indirectes. Les conversions indirectes dans Google Analytics, c'est hyper pertinent. Dans le sens où vous avez certaines sources, certains canaux, en fait, qui n'ont pas la vocation à transformer immédiatement. Ils entrent en début du tunnel, il y en a d'autres qui sont au milieu du tunnel, et il y en a d'autres qui sont en fin de tunnel. Et en fait, en regardant ce genre de graphique, on va pouvoir se rendre compte, par exemple, ici, les réseaux sociaux, c'est qu'en conversion indirecte, ils m'ont apporté 29 conversions, mais qu'en conversion directe au dernier clic, il n'y en a que 66. Du coup, j'ai presque la moitié de conversions supplémentaires avec les réseaux sociaux. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut passer enfin à l'analyse de ses sources. Quand on sait que son internaute met 5 jours à transformer, 10 canaux, 20 touches, en fait, on n'est plus étonné de voir ce genre de chiffres au niveau de ses sources, avec une faible transformation, par exemple, du trafic social. Parce qu'en fait, certainement que votre trafic social, il n'est pas là pour transformer. Il est là peut-être pour engager votre audience à un moment donné. Il est en haut du tunnel. Et du coup, la première analyse qu'on a tendance à faire, c'est bien sûr analyser les taux de conversion du e-commerce ou de votre objectif. La deuxième chose qui est très importante à faire, c'est comprendre le parcours de votre utilisateur. Alors, ce qu'on cherche à reproduire dans Google Analytics, c'est cette espèce de courbe où en fait, on va partir de mon 100% d'audience. Alors, ce ne sera pas la home, ce sera les landings, l'ensemble des landings, et d'essayer de savoir, par exemple pour un site e-commerce, quelle est la part de déperdition vers les catégories, puis vers les produits, puis vers l'ajout au panier, et finalement vers le checkout, en ayant deux métriques en tête, qui sont le taux de rebond et les sorties. Alors bien entendu, l'idée ici, c'est d'identifier tous les cheminements de l'internaute, ou du moins les principaux. Donc ça veut dire que pour un site de lead, ça va être une arrivée sur une landing page, un clic sur un CTA qui sera toujours le même, qui sera présent peut-être sur toutes vos pages de contenu, sur toutes vos pages de landing, l'arrivée sur le formulaire et puis derrière la soumission. Ou sur un site de presse, ça va être la landing page et un calcul de temps de lecture un petit peu pertinent. Bref, ça c'est une cartographie qu'il faut faire sur son site internet. Parce que le parcours, c'est pas un internaute qui arrive sur la home, qui clique sur une catégorie, qui clique sur un produit. Il suffit pour ça de regarder un petit peu vos pages de destination sur votre analytics pour vous rendre compte que les parcours sont multiples. Alors, comment on cherche à obtenir ça? En fait, tout est dans Google Analytics, il faut juste tout reconstruire. En fait, vous avez dans la partie comportementale, contenu du site, toutes les pages, vous avez pour chacune des pages les vues uniques, les entrées. Bien entendu, ça nécessite deux choses. Pouvoir segmenter toutes les pages que l'on cherche à analyser, qu'on veut clusteriser. Donc, identifier votre home page, c'est assez simple en général, c'est le slash. Pouvoir identifier vos catégories, parfois c'est un tout petit peu plus compliqué, vous pouvez vous servir de la structure de l'URL parfois, mais pour ceux qui ne peuvent pas, la seule solution ce sera le regroupement de contenu. Je vous laisse vous le noter, c'est très important. Même chose pour les pages produits, et puis derrière, pouvoir identifier l'entonnoir de conversion. Alors attention aux biais, parce que du coup vous avez parfois de la volumétrie de certains items qui est bien trop puissante, du coup on va par exemple se retrouver avec une masse de produits. L'ajout au panier depuis des catégories, la mise en avant de produits depuis la home, des pages de destination sur lesquelles l'internaute va arriver directement et qui seront des pages produits. Bref, il faut connaître son site internet pour pouvoir faire ce parcours utilisateur. Ce n'est pas linéaire, c'est spécifique à chacun des sites. Alors la deuxième technique, pour réussir à faire ce genre de choses, c'est Excel et les segments dans Google Analytics. Là aussi, les segments, c'est une fonctionnalité qui est utile. Et en l'occurrence, ici, ça s'appelle un segment de type séquence. Alors les segments dans Google Analytics, c'est une restriction des données qui sont affichées.
Vous les retrouvez en haut de chacun des rapports. Vous pouvez sélectionner les visiteurs mobiles, les visiteurs ordinateurs, ceux qui ont transformé, ceux qui ont vu telle chose ou telle chose. Et vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des séquences, c'est-à-dire des séries de pages. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de se dire quelle est la part de mon audience qui voit une catégorie, puis qui est suivie par un produit. Le dollar catégorie et le dollar produit étant la structure de vos catégories et de vos produits. Du coup, on arrive à ce petit chiffre en nombre de sessions. Et du coup, en fait, on va recommencer sur l'ensemble de son parcours jusqu'à obtenir, en fait, dans son petit Excel ou directement à l'aide de ces petits rapports, un petit graphique avec le passage de carte to produit, de produit to cart, de add to cart à carte et de cart to purchase. Et là, du coup, Google Analytics, il devient intéressant. Analytics et Excel, du coup. Il devient intéressant. Parce que du coup, on arrive à cibler une fuite. Ici, par exemple, j'ai que 55% de mon audience qui va d'une catégorie à un produit. C'est un petit peu déceptif, parce que le rôle d'une catégorie, à un moment donné, c'est quand même d'envoyer de l'audience vers un produit. Et puis, j'ai une énorme déperdition ici sur l'ajout du produit. Donc, voilà, par exemple, 2 pistes que je vais pouvoir exploiter à terme dans mon optimisation de la conversion. Ensuite, dans Google Analytics, il y a 2 autres notions qui sont quand même importantes. C'est le taux de rebond et le taux de sortie. Alors bien entendu, le taux de rebond, tout le monde doit savoir ce que c'est. C'est les sessions à un hit sur le nombre de sessions. Bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que le taux de rebond, c'est quelque chose de compliqué. Je suis un internaute qui arrive sur une page, j'y reste 5 secondes, mon taux de rebond est à 100%. J'arrive toujours sur une page, j'y reste 2 minutes, je change de page, j'y reste 35 secondes, mon taux de rebond est à 0%. Et par exemple, j'arrive sur un gros de vos contenus, j'y reste 8 minutes, et bien si je ne mets rien en place, mon taux de rebond, il est aussi à 100%. Du coup, c'est quand même quelque chose de difficile à analyser. Du coup, ce qu'on a tendance à faire, on le verra un petit peu plus tard, c'est de mettre des événements pour recalculer réellement le taux de rebond. Donc l'analyse du taux de rebond, ça reste quand même quelque chose d'assez pertinent. Même chose, le taux de rebond, ça ne s'analyse pas dans sa moyenne, ça ne sert à rien. Avoir un taux de rebond moyen de 25%, on peut être très satisfait parce que du coup, vous êtes bien. Mais du coup, là aussi, il faut être capable de segmenter ces pages. Votre home, vos catégories, vos produits, votre entonnoir de conversion, il faut être capable de tout segmenter. Et ensuite, il faut surtout identifier les pages distributrices de clics. Toutes les pages sur votre site internet n'ont pas vocation à amener quelque part. Il faut tenter, une page de catégorie doit mener vers un produit. Une home page doit mener vers une promo ou une mise en avant. Une page produit doit mener vers un clic panier et pas produit. Mais une page de contenu peut très bien mener à rien, juste de la lecture. Et du coup, ça permet en fait, donc là par exemple, un exemple de fonctionnalité avancée qui s'appelle les groupes de contenu dans Google Analytics et qui permettent tout simplement de rassembler toutes les pages ensemble. Ici, j'ai toutes mes pages annonces, ici, j'ai toutes mes pages de recherche, mes pages agences, mes annuaires, etc. Du coup, la vision est consolidée. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir analyser quelles sont les typologies de pages distributrices de clics qui ont des taux de rebond un peu trop élevés. Et du coup, on va les prioriser. On va les prioriser par page vue et par entrée. Parce que du coup, tant qu'à faire de l'optimisation de la conversion, autant tenter de s'attacher aux choses les plus importantes. Et du coup, une fois qu'on a trouvé son petit problème, par exemple sur ma home page, on creuse. On creuse, on creuse. On s'enfonce profondément dans les données de Google Analytics. Du coup, pour ce type de cas, je vais m'intéresser au support. Quel est le support qui m'apporte, au final, des taux de rebond aussi élevés? Eh bien, je remarque que c'est le trafic référent, par exemple, ici, avec une hausse de 39% par rapport aux autres canaux. Du coup, je vais creuser. Quelle est la source? Du coup, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, c'est Logikimo qui m'envoie du taux de rebond pas terrible. Alors, bien sûr, à pondérer. Là aussi, je vais plutôt m'intéresser à des choses importantes. Il m'envoie 71 000 pages vues avec un taux de rebond légèrement supérieur. Mais du coup, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir modifier tout ça. Donc, je mets des hypothèses de côté. Pourquoi Logikimo pointe-t-il vers la home? Est-ce que c'est un problème de flux d'annonces, de ciblage? Alors qu'à périmètre ISO, j'ai le Bon Coin qui ne me pose absolument pas ce problème. Et du coup, je creuse. Et j'utilise ce qu'on appelle les dimensions secondaires dans Google Analytics. Il y en a des dizaines. Et par exemple, ici, l'URL de provenance complète, qui arrive à me donner en fait d'où vient le clic qu'on m'a apporté. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai 34 000 pages différentes Logikimo qui me font parvenir du trafic.
Donc là-dessus, bien entendu, j'ai la home de Logikimo, mais j'ai aussi tout plein de pages qui sont des pages de liste, des pages d'annonces. Et du coup, l'hypothèse, c'est pourquoi ne pas dynamiser le lien en fonction de la page où le site apparaît. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Logikimo ne m'envoie pas vers toutes mes maisons en Charente-Maritime, de manière à être un tout petit peu plus pertinent. Voilà le type d'analyse qu'on peut faire avec le taux de rebond. Et puis on peut aller plus loin. Par exemple, sur un exemple de catégorie, alors c'est un petit travail de fourmi, bien entendu, mais ça en général, je le donne à mes clients. Sur un site e-commerce, une page catégorie importante du site possède très peu de produits. Ils vendent des jouets en bois. Mais du coup, ils vendent des petites cuisinières en bois. Et du coup, ils en ont peu, ils en ont que 4. Du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on va simplement revoir la structure de la page et on va intégrer davantage de produits. Des petites casseroles en bois, des petits sets de légumes. Et du coup, en fait, en presque une semaine, on fait moins 30% de taux de rebond sur cette page, juste en ayant le réflexe de se dire à un moment donné, je ne vais pas simplement analyser mon taux de rebond en me disant j'ai 40, 50, 60% de taux de rebond, je vais finalement aller sur ma page et regarder ce qui ne va pas. Là, en l'occurrence, c'était vraiment une problématique d'offre produit. Et ça a très bien marché. Par contre, en chiffre d'affaires, ça n'a pas explosé, mais du coup, le taux de rebond a déjà baissé. On engage mieux l'audience. La deuxième chose à regarder dans Google Analytics pour maximiser la conversion, c'est l'entonnoir de conversion. Alors, je parle bien d'entonnoir de conversion et pas de passoire de conversion. Je vois trop de sites, des Magento, des PrestaShop, des CMS open source type WordPress, où en fait, on est plus sur de la passoire de conversion. C'est-à-dire qu'on conserve le menu, on met tout, on met des produits relatifs, on met des liens sur les produits. Du coup, en fait, la compréhension ensuite des différents types de fuites est extrêmement complexe. Un entonnoir de conversion, donc j'ai caché les logos, ça doit ressembler à ça. Il n'y a rien, il n'y a qu'un lien sur le logo. Pourquoi faire ça? Parce que du coup, ça facilite les analyses derrière. Ça évite de se rendre compte que l'audience elle a des fuites vers les produits et sur des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Au final, je vous conseille aussi de regarder l'entonnoir de conversion d'Amazon. Quand vous êtes dedans, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. La seule chose que vous pouvez faire, c'est quitter le site. Et du coup, en termes d'analyse, derrière, c'est d'une grande simplicité. On n'a qu'un KPI à regarder, le taux de sortie. Alors, l'entonnoir de conversion dans Google Analytics, c'est un peu une usine à gaz aussi. En fait, c'est la mise en place de l'ensemble des étapes qui mènent à un moment donné à une transaction. Et du coup, une fois que vous avez ça, moi je dois vous avouer, je suis toujours un tout petit peu perdu. Les conseils que je pourrais vous donner, le premier, c'est de ne pas trop se focaliser sur la page de panier. La page de panier aujourd'hui, c'est une page extrêmement bizarre pour les internautes. C'est un bookmark, c'est une page de favoris. Je vais y mettre tout plein de produits à l'intérieur et ensuite je vais aller sur un autre site pour aller comparer. Et donc je vais refaire un panier. Et du coup, la déperdition que vous allez pouvoir avoir sur votre page panier, je pense concrètement qu'il ne faut pas en tenir compte. Mais par contre, tout de suite après, l'idée c'est focus sur les étapes bloquantes. C'est déceler les principales étapes qui ont le plus grand taux de déperdition. Et également le plus grand nombre d'exits. Et ensuite, derrière, on optimisera via des tests AB par petites touches. Ne serait-ce que pour mesurer les changements, mesurer l'efficacité des tests et ne pas se noyer sous la donnée. Alors en termes de données, dans Google Analytics, au niveau des entonnoirs, vous avez toujours une entrée et toujours une sortie. Du coup, vous avez l'entrance. Ça correspond à une entrée directe sur l'étape. Alors, si votre première étape est le panier, le chiffre doit logiquement être faible. Sinon, c'est que vous avez mis en place des mécaniques de relance par mail ou de stratégie abandonniste qui vont repointer ensuite vers le panier. Il faut aussi en tenir compte dans vos stratégies d'analyse derrière. Ici, par exemple, on est sur la page panier, j'ai énormément d'entrées, ce qui n'est pas logique. Et effectivement, mon client fait de la relance par mail, stratégie abandonniste. Donc là, vous avez la possibilité de regarder toutes les entrées qui se passent sur le début de l'entonnoir. Et de l'autre côté, vous intéressez-vous énormément aux exits. Quelle est la part d'exit sur chacune des étapes? Plus elle sera grande, plus il y aura une déperdition d'attention de la part de votre audience. Et ça correspond à une véritable sortie. L'internaute quitte le site. Donc là, c'est un gros focus à faire sur cette partie de l'audience pour améliorer la conversion. Et puis finalement, vous avez les deux calculs. C'est le passage aux étapes. Ici, par exemple, j'ai que 5% de mon audience qui va passer du panier aux coordonnées. Donc concrètement, j'ai un très très gros souci. Et finalement, l'indicateur du taux de conversion. Alors il faut savoir que ce taux de conversion que Google Analytics vous affiche, c'est le taux de conversion de votre entonnoir, c'est-à-dire le ratio première étape sur réalisation de l'objectif. Ce n'est pas le taux de conversion que vous allez voir dans les autres rapports. Bon, maintenant qu'on a analysé ce genre de choses, il y a le maintenant.
et c'est là où on arrive en fait à une problématique forte de Google Analytics. C'est que vous aurez beau comprendre votre audience, comprendre vos sources, analyser vos landings, analyser votre parcours, analyser votre tunnel. En fait, les seuls constats que vous allez pouvoir faire, c'est j'ai une déperdition sur mes catégories, j'ai une déperdition sur mes produits, j'ai une déperdition sur l'étape X de mon tunnel de conversion. Et c'est là où est le biais de Google Analytics et où il va falloir un tout petit peu le pousser d'un point de vue technique. Parce que ce qui manque, en fait, c'est l'analyse des comportements. C'est affiner l'ensemble de ces analyses pour vraiment savoir pourquoi cette étape est fuyante. Quels sont les éléments dans la page qui sont bloquants? Est-ce que c'est le positionnement des CTA? Est-ce que c'est l'absence de CTA? Et en fait, on pourrait croire que Google Analytics ne peut pas répondre à ce genre de questions. C'est pour ça qu'il existe des logiciels comme Hotjar. Mais en fait, si, il peut répondre à ce type de questions. Et en fait, il le peut grâce à ce qu'on appelle les micro-conversions. Si on est capable d'envoyer un tag de transaction dans Google Analytics quand la page se charge, si on est capable d'envoyer une page vue quand votre navigateur charge une page, personnellement, je pense que je peux savoir si l'internaute a scrollé sur un bouton. Je peux savoir si l'internaute il a cliqué dans un champ de formulaire. Je peux savoir combien de temps il y est resté. Je sais s'il l'abandonne. Je pourrais même récupérer ce qu'il insère à l'intérieur de ce champ. Et du coup, l'idée, c'est de pousser Google Analytics techniquement par la mise en place de micro-conversions. Je vous donne un exemple ici. Ici, on a un entonnoir de conversion qui a été fait sur Data Studio. C'est beau, c'est pas trop gênant. Où en fait, en gris, vous avez l'ensemble des pages. Vous avez votre page panier, vous avez votre page livraison, votre page billing et votre page succès. Alors le constat, il était assez simple. Je me rends bien compte que j'ai un gros problème entre ma livraison et mon billing où je perds presque 50% de mon audience. Alors mon constat, il était simple. J'ai une déperdition forte entre la livraison et l'étape du choix du paiement. Super. Question, que fait réellement l'audience? Est-ce qu'elle fait le choix d'un mode de livraison et est-ce qu'elle clique sur l'étape suivante? Et bien en fait, en mettant deux petites micro-conversions avec Google Analytics, c'est-à-dire est-ce que l'internaute va choisir un mode de paiement et est-ce que l'internaute va cliquer sur le suivant que vous retrouvez ici? Et bien mon constat, il était beaucoup plus clair. L'internaute ne fait rien sur cette page. Ça ne change rien. J'ai toujours presque 6000 personnes qui n'interagissent ni avec le mode de livraison, ni avec le bouton suivant. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a mis en place un click and collect. Bon, c'est une grosse opération, c'était dans leur pipe depuis quelques temps. Du coup, alors ça fait vraiment pas longtemps que c'est en place, mais on a augmenté de 8% le passage à l'étape suivante. Et en plus de ça, on a levé un frein, c'est que le click and collect, c'est du gratuit. Vous vous déplacez en voiture pour aller chercher. Du coup, on a également gagné ici en pertinence. Et au final, à l'heure actuelle, donc ça fait 15 jours que c'est en place, on a plus 6% de taux de transformation. Juste en mettant en place, dans Google Analytics, deux micro-conversions qui sont deux événements et qui sont simples à mettre en place avec Google Tag Manager, par exemple. Il faut une demi-heure pour mettre ce genre de KPI en place. De la même manière, j'aime bien aujourd'hui mettre du tracking de CTA. Du scroll tracking. Alors l'objectif, c'est pas de, peut-être que vous l'avez déjà sur votre site, l'objectif c'est pas de dire 25, 50, 75% ou 100%. En fait c'est quelque chose de pertinent mais qui n'est pas suffisant. C'est bien pour diminuer le taux de rebond mais on peut aller beaucoup plus loin. Là je vous montre par exemple un site qui vend des madeleines. Et du coup, en fait, sur leur homepage, en fait, ils ont des énormes blocs. Ils ont un slider, ils ont des produits, ils ont dites-lui avec des madeleines, ils ont un compte pro, ils ont des pages corpo, et puis ensuite, ils ont plein de petites promos et finalement leur footer. Et en fait, en poussant un petit peu la démarche de Google Analytics, on peut presque se substituer, alors je dis juste substituer, à un logiciel comme Hotjar. Parce qu'on peut identifier les zones les moins consultées, on peut calculer des ratios sur les clics vs les vues, et on peut identifier les actions sur des blocs et des CTA, de manière à se dire à un moment donné, il faut le remonter, il faut le redescendre, il faut le dupliquer. Et en gros, qu'est-ce que ça dit? En fait, à chaque fois que l'internaute voit le slider, on envoie une information à Google Analytics qui dit homepage slider vue. Et en fait, on a découpé la page en fonction du code HTML. Et du coup, en fait, on est susceptible de savoir est-ce qu'il a vu le produit relatif, le configurateur, l'espace pro, la marque, Instagram. Tout ça avec un wording un tout petit peu lisible, parce que du coup, ils ne sont pas du tout au fait de Google Analytics. Et ici, en fait, on a notre petite carte de chaleur, au final, qui est très propre. Je sais que j'ai que 13% de mon audience qui voit le configurateur. Et puis derrière, en fait, on met deux autres KPI. Il l'a vu, mais on fait aussi le clic. Du coup, on a des ratios qui commencent à se dégager. Et du coup, on peut commencer à prendre des actions.
Eux, leur objectif, c'est de booster l'espace pro. Parce que du coup, ils veulent vendre des packs de madeleine par centaines de milliers à des entreprises pour les cadeaux de Noël. Du coup, la question, c'est, à mon avis, le positionnement, il n'est pas bon. Et en plus, ce n'est pas sur la homepage que j'aurais tendance à le mettre. Parce que sur votre audience qui le voit 357 fois, il n'y a que 6 clics. Du coup, c'est peut-être pas certain que ce soit à cet endroit-là qu'il faut faire la promotion de ce type de bloc. Et du coup, on va le changer. Et puis derrière, on fait de l'analyse de formulaire aujourd'hui avec Google Analytics. Je vais vous montrer quelques petites choses. En fait, on a grosso modo 80% des sites à un moment donné qui vont mettre une conversion sur un formulaire. Mais dans Google Analytics, au final, on n'a que 2 choses de disponibles. Les objectifs ou l'entonnoir de conversion. Mais l'optimisation de la conversion, ça reste complexe parce que du coup, vous n'avez que 2 indicateurs. Le taux de conversion, qui est la réalisation de l'objectif sur les sessions et qui a un KPI beaucoup trop large. En gros, vous prenez tous vos visiteurs et vous avez un chiffre de 3% sur l'ensemble de votre audience. Après, le second, il faut le calculer soi-même, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. C'est le nombre de pages vues du formulaire sur la réalisation de l'objectif. C'est un tout petit peu plus pertinent. Du coup, vous avez une notion d'internaute un tout petit peu plus intéressé par votre formulaire. Là aussi, mais du coup, ça ne tient pas compte de la visibilité ou des interactions que l'audience va faire avec votre formulaire. Oh, petite typo. Du coup, Google Analytics, lui, il est simplement capable de vous faire ça. Page vue sur soumission. Et l'analyse de la performance, nous, on veut chercher à savoir ça. Le nombre de pages vues, la vue du formulaire, le clic dans le premier champ, dans tous mes champs, les tentatives de soumission et les soumissions. En gros, on veut savoir qui le voit, qui entre dans le premier champ, quels sont les champs renseignés, où abandonne l'audience. Et avec Google Analytics, en fait, aujourd'hui, c'est possible. En fait, avec quelques scripts, on est capable de mettre en place toutes les micro-conversions. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, pour un formulaire donné, je vais avoir mes pages vues, un scroll, du coup, je vais envoyer de la visibilité, l'entrée dans le premier champ, le dernier champ et la soumission. Et en gros, il y a tellement de choses à apprendre là-dessus. Je vous montre quelques petits screenshots. Ici, par exemple, formulaire de recrutement CV. Énormément de champs, j'en avais plus de 70. Très très vieille technologie. Bref, on laisse tourner un mois, de quoi on se rend compte que le champ 70 et 71, c'est la vérité, hein, il y avait 71 champs. Le champ CV et photo, ben, pas du tout renseigné. Pourquoi? Parce qu'une audience principalement mobile. Et là, j'aimerais bien savoir dans la salle qui a son CV sur son mobile. À mon avis, peu de monde. Des premiers constats segmentants. Donc un fort pourcentage de l'audience qui arrivait sur la page et qui ne démarrait pas le formulaire, parce qu'on avait un scroll et en fait personne ne voyait le formulaire. Et la deuxième étape, un fort pourcentage de l'audience qui n'atteignait pas le dernier champ. Donc un vrai problème de longueur de champ. Et donc en gros, on a tout nettoyé. Je vous montrerai quelques chiffres après. Et en fait, du coup, on a des recommandations claires avec ce type de tracking. On traque chacun des champs du formulaire. On identifie les champs bloquants, parce que du coup, on arrive à calculer des ratios. On supprime les champs non obligatoires mais non renseignés, ça arrive souvent. Des champs, pourquoi mettre des champs non obligatoires si vous n'en avez pas besoin, après tout? Améliorer le texte du formulaire, donc ce qu'on appelle la notion d'engagement, c'est le ratio page vue sur clic dans le premier champ. Rendre les champs compliqués non obligatoires, c'est ce qu'on a fait sur ce site, en ne rendant plus le CV obligatoire sur mobile, juste pour voir. Et puis bien sûr, réorganiser les champs. Si j'avais un conseil à vous donner, mettez les champs compliqués au début. Ça facilite toutes les analyses. Ça évite de se faner tous vos champs, de regarder les déperditions. Mettez tout ce qui est chiant tout en haut, tout en haut, tout en haut. Du coup, les analyses sont beaucoup, beaucoup plus simples. Et là, je vous montre quelques exemples avec des fortes déperditions. Ici, on a le formulaire vue, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive sur la page, on a un pavé de texte et on est obligé de scroller. Du coup, on envoie une information analytics, il voit le formulaire. Du coup, énorme problème d'engagement sur ce site. 100% le voit, mais je n'ai que 10% de l'audience qui rentre dans le premier champ obligatoire. Alors là, c'est hyper synthétique. On prend le premier champ obligatoire, le dernier champ obligatoire, la tentative de soumission et la validation OK. Et même dans le premier champ obligatoire, j'ai quand même encore 50% de mon audience qui sort. Du coup, plein de choses à faire pour ce site. Je vous montre un deuxième exemple. Sur un site de maison de retraite, alors là, je ne vous ai pas tout mis. On a le nom, le prénom de l'aidant, le code postal, l'adresse mail, le message, les tentatives de soumission. Et en fait, on se rend compte que le nombre de clics sur les conditions générales d'utilisation, donc le petit bouton RGPD, est largement supérieur au bouton Submit. Du coup, on avait notre optimisation. Et de la même manière, on peut identifier des champs bloquants. Alors ici, ça ne va peut-être pas vous parler, mais en fait, tout va bien jusqu'au numéro SIRET, le fameux numéro SIRET bloquant, où en fait, mon audience,
ici, elle disparaît. Je n'ai plus personne. Je passe de 833 à 388 personnes. Et du coup, en mettant ça en place, sur un site d'immobilier, on arrive à obtenir des résultats encourageants. 50% de taux d'engagement, juste en rajoutant une phrase sur un site. Estimez votre bien gratuitement en 5 minutes. Formulaire multi-étape d'estimation de biens qui ne précisait pas le temps. Tout simplement. Ici, sur un autre, un formulaire très light, très blanc. Et pourtant, on est sur une thématique maison de retraite. C'est celui des CGU que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, une cible plutôt assez âgée, 55-65 ans. Du coup, on a juste mis en gris tous les champs. On a forci le CGU en rouge, parce qu'on s'était rendu compte que j'avais plus de soumissions que de CGU. Du coup, on a plus 8% de taux de conversion. Et ça sur 3 semaines. Un autre exemple, ça c'est notre fameux formulaire avec 71 champs. On a tout nettoyé. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec nos téléchargements de fichiers en premier, plus 70% de taux de conversion. Des milliers de CV en plus pour ce petit site d'hôtesse et d'hôtes d'accueil. Et ensuite, quand on a tout ça, en fait, l'idée, là, cette deuxième phase, c'était pour réaffiner les hypothèses. Du coup, en mettant en place des trackings supplémentaires dans Analytics, il n'y a plus de doute. On sait que c'est le champ X qui bloque. Et du coup, normalement, à ce stade-là, vous avez plein d'hypothèses. Changer le bouton, modifier ceci, faire cela, taux de rebond trop élevé, des pages produits qui ne vont pas. Eh bien, en fait, il faut faire des choix. Et pour faire des choix, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Pi. La première, c'est P comme potentiel. C'est quelle amélioration peut-on apporter à ces pages? Cela va-t-il mener vers la conversion? À quel endroit du tunnel? Et en fait, toutes les hypothèses, on les note avec un potentiel. Ensuite, on a la notion de I comme importance. Est-ce que c'est des pages coûteuses? Coûteuses au sens trafic. Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est du SEA? Est-ce qu'elles sont coûteuses? Et finalement, il y a l'effort. L'effort technique pour résoudre le problème. Supprimer des champs dans un formulaire, ce n'est pas donné à tout le monde. Modifier des boutons, c'est assez simple. Mais du coup, modifier un check-out et mettre un click and collect, ce n'est pas si simple. Ça peut être organisationnel et surtout ne pas sous-estimer l'aspect politique. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, en fait, on fait une moyenne. Vous avez le droit de mettre des coefficients à certaines choses que vous le souhaitez. Et en fait, à la fin, on a au moins notre résultat. On peut prioriser ses actions. Et voilà. Là, j'ai juste parlé de l'analyse et de la détection. Google Analytics, ce n'est pas un logiciel simple, mais en le poussant à bout, on peut vraiment arriver à des choses faciles. Alors, je vous conseille nos livres blancs sur Google Analytics, puis tous les autres également. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Pas de questions. Allez-y. Allô, allô, oui. Bonjour. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question, ce n'est pas purement sur la façon technique. Moi, je suis plutôt intéressé pour savoir comment vous arrivez à tout ce travail que vous venez de nous expliquer. Ça représente le travail de combien de personnes, comment vous travaillez au sein de l'agence. Je ne sais pas si c'est une seule personne, mais je pose quand même la question si c'est plusieurs disciplines, parce que ça, je ne suis pas expert, je la répète, mais ça me semble un peu complexe, mais, en fait, c'est intéressant. C'est pas si complexe que ça. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec des outils comme Hotjar, Yandex Metrica, et du coup, en fait, je trouve que c'est bête ce qu'ils font. C'est du tracking. Et du coup, en fait, l'idée est venue en regardant un petit peu ce que fait la concurrence. Et du coup, Google Analytics, en fait, c'est un outil gratuit, mais en fait, qui possède des dizaines de fonctionnalités. Si vous avez une équipe de dev ou une agence, elle est capable de vous faire un slider qui tourne toutes les 4 secondes. Du coup, dans Google Analytics, on est susceptible d'envoyer un event ou une fausse page vue toutes les 4 secondes. On peut savoir que l'internaute scroll. Vous avez des milliards de choses, les chats qui s'ouvrent quand vous descendez dans la page. En fait, c'est des fonctionnalités qui sont présentes dans tous les outils. Au final, il faut juste réfléchir à un moment donné sur ce qu'on souhaite optimiser. Le scroll,
pour voir les produits vus ou les produits cliqués, c'est ni plus ni moins que du Hotjar. Et en fait, tout est possible avec Analytics, ça reste du JavaScript. Donc du coup, toutes les fonctionnalités JavaScript qui existent, à un moment donné, on peut les exploiter. On peut compter, on peut déclencher à X ou Y, à la moitié de la page, au 25%, à gauche, à droite. En fait, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Mais il faut pousser les fonctionnalités d'Analytics. Et normalement, il n'y a pas une agence qui est censée vous dire non. Parce que c'est du code qui est très simple à implémenter. Du scroll, là, pour aller chercher les étapes de slider, de produits vus, de relatifs, etc., on se base sur les classes du code CSS. C'est tout. On se base que sur ça. Oui, mais après vous êtes peut-être accompagné par une agence ou des prestataires derrière, et c'est vraiment des choses simples à mettre en œuvre quand vous avez un dev ou une agence. Et après, c'est juste de la réflexion, de se dire je veux construire tel ou tel ratio. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Alors, la question c'est par rapport au script, parce que sur Google Analytics, vous installez des scripts à chaque fois pour le tracking ou En fait, le plan de marquage, de base, en fait, ce que vous fournit Google Analytics, c'est un script qui, lui, va faire les fonctionnalités natives. C'est-à-dire qu'il va collecter les pages vues. Et ensuite, vous allez avoir dans vos rapports les sessions, les utilisateurs. Mais après, dès qu'on va aller plus loin, ne serait-ce que pour mettre du e-commerce, il faut poser des scripts sur votre site. Ça, c'est obligatoire. La donnée ne peut pas être envoyée toute seule à Google Analytics. Et la même chose, si vous voulez traquer tous les items de votre menu, il va falloir mettre en place des scripts. donc pour traquer, il faut mettre un script à chaque bouton, par exemple sur chaque Oui, CTA, alors, par exemple. non, pas à chaque bouton, ça se dynamise, mais Mais- l'idée, c'est quand l'internaute clique sur un de mes items de menu, alors envoie la donnée. Et Hotjar, c'en est un seul le script ou c'est pareil ça... Alors Hotjar, oui, Hotjar, c'est juste un script. Par contre, lui, ça fait plein de choses. Après, il faut le configurer. Hotjar, c'est gratuit pour 2000 pages. Après, ça passe à 29 € pour 10 000 pages. Et après, la pilule devient de plus en plus forte. En fait, je pose la question c'est par rapport à l'éco-conception. Parce que si on rajoute des scripts sur un site, ça fait Oui. plus de requêtes. Donc, est-ce Oui. qu'il vaut mieux pas passer par Hotjar, qui au final a un seul script, que Google Analytics, où on va installer plein de scripts? Alors, du coup, vous pouvez être rationnel dans vos tracking, mais j'aurais tendance à vous dire, si vous parlez d'éco-conception, passez par Analytics. Parce que Hotjar, il fait des screenshots de votre page tout le temps. Tout le temps. D'accord. Éco-conception. Conception, c'est vous savoir. D'autres questions? Ouais. Bonjour Cédric. Au début de ta présentation, tu faisais référence aux différents rapports d'attribution de Google Analytics. Ouais, rapidement. Ouais. Jusqu'à quel point aujourd'hui tu les utilises, ces rapports, étant donné la fiabilité vis-à-vis du cross-device et vis-à-vis des navigateurs qui contraignent de plus en plus la durée des cookies utilisateurs? Du coup, on fait avec. Là, en fait, on va beaucoup plus loin dans les analyses. On exporte tout et on refait plus ou moins ce que est susceptible de faire un outil comme Eulerian ou comme Masberry, au final. Mais par contre, on se retrouve avec des fichiers Excel un petit peu titanesques qui sont quand même compliqués à utiliser. Du coup, on fait avec parce que Analytics, il est incapable de faire du cross-device, à part sur de l'utilisateur connecté. Parce que alors pour ceux que ça intéresse, Google Analytics est censé réconcilier les sessions entre desktop, j'ai perdu le mot, mobile et tablette, sauf que en fait c'est faux, ce n'est juste pas possible. Du coup on fait avec. Voilà, on crée, on est obligé de faire avec. Du coup ça donne une vision, mais on sait à peu près qu'elle est tronquée. Voilà. Après, la problématique, c'est qu'un logiciel comme Masberry, c'est quand même un logiciel qui va coûter très très cher pour des clients qui vont mettre énormément de médias, jusqu'à 50 kilos par an et jusqu'à 300 kilos pour avoir vraiment des données intéressantes. Et ce n'est pas nécessairement le cas de l'ensemble de notre pipe client. Et du coup, même l'attribution peut être faite, à mon avis, pour des petits acteurs. Parce que c'est intéressant de pouvoir optimiser une campagne Facebook pour des petits. Pardon, pour les petits. Merci. Voilà. Bonjour et merci pour la conférence, c'était cool.
Petite question concernant tout ce qui va être SEO et SEA au niveau de la pertinence des requêtes, parce que finalement, on peut aussi se dire que si une requête n'est pas super pertinente, l'internaute peut quand même cliquer sur la page, mais pas forcément convertir derrière. Comment est-ce que tu calcules ça? Alors, avec la déperdition au niveau... Alors dans Google Analytics, depuis 2011, il nous a supprimé les mots-clés. Du coup, on est en not provided dans les rapports de mots-clés. Par contre, ce qu'on est susceptible de refaire aujourd'hui, alors là aussi, c'est pas de l'hyper-pertinence, mais du coup, d'un côté, on a les données de la Search Console, de l'autre côté, on a les données d'Analytics, où la clé de réconciliation, au final, c'est l'URL de la landing page. Du coup, en fait, on télécharge avec les API l'ensemble des requêtes, pages, clics, impressions, CTR, côté Search Console. De l'autre côté, on fait le même travail avec Analytics plus la conversion, donc le formulaire ou le e-commerce. Et du coup, on reconstruit l'ensemble des requêtes. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ça reste du produit en croix. Les clics dans Search Console n'est pas une session dans Analytics, mais ça donne une vision sur la performance d'un certain nombre de mots-clés. Ça donne une vision qui est tronquée, mais qui est la seule qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Ok, il n'y a pas d'outils aujourd'hui pour aller un peu plus loin dans Il y a l'analyse? Keyword Hero, mais qui fait exactement la même chose. Parce qu'il mange les données de Search Console, il mange les données d'Analytics, et il reconstruit dans Analytics cette donnée-là. Mais on peut le faire à la main avec une API et un script. Ok, merci. Dernière question? Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu parles de Google Analytics, mais aussi j'ai vu sur un slide une petite notion sur Yandex Metric, par exemple. Oui, c'est bien, moi j'aime bien Yandex. Oui, par exemple, je connais que sur Google Analytics, il n'y en a pas, mais sur Yandex, il y en a. Un tableau qui montre les places les plus cliquables sur un site. Si tu recommandes de prendre aussi d'utiliser des autres plateformes d'analyse des données. Oui, bien sûr, je recommande tout. Bien sûr, vous avez le droit de prendre un Hotjar, c'est même très très bien Hotjar. Vous avez le droit de prendre un Yandex Metrica, c'est quelque chose de gratuit Yandex Metrica. Ça fait le même travail qu'Hotjar, ça fait des cartes de chaleur, ça fait du click tracking, ça fait aussi l'analyse de formulaire. Mais là, le but c'était aussi de pousser la démarche Analytics. C'est de montrer que dans le même outil, le gros avantage avec ce type de tracking, c'est qu'on est relié aux sources, aux supports, aux investissements qu'on a fait à un moment donné. Et ça, Hotjar ou Yandex, il ne le fait pas. Du coup, la modification, après, quand on travaille dans l'environnement Google, on se retrouve avec un Google Optimize pour faire ses tests AB. Et du coup, en fait, on est dans le monde Google par Google pour Google, mais du coup, tout est lié ensemble. Et c'est quand même très intéressant. Plutôt que d'avoir un AB Testy, un AdaptMe, un Hotjar, un Yandex. Après, il y a les montants en compétences, il y a les temps de formation, il y a les temps de configuration des outils. Si vous avez beaucoup de temps, vous prenez autant d'outils que vous voulez. D'accord. Voilà. Mais quand même, je travaille à l'entreprise qui a son propre plateforme de tracking et c'est toujours intéressant de comparer. Oui, exactement. Ce qu'on peut avoir. Mais je ne mets pas jamais de... Là, j'ai parlé beaucoup d'analytics, mais en général, je mets un Yandex Metrica aussi, en plus. On ne sait jamais.